Alors, aujourd'hui, on se penche sur un scénario géopolitique assez vertigineux. On va explorer une théorie pour le moins audacieuse, selon laquelle un conflit en apparence régional pourrait en fait être le point de départ d'un plan à l'échelle mondiale. Et tout part de cette idée, une idée assez radicale. L'idée que ce qu'on observe n'est pas le fruit du hasard, pas une erreur de calcul. Non, ce serait un sacrifice, une sorte de cérémonie planifiée pour réinitialiser complètement le système mondial. L'idée, c'est que ce ne serait pas vraiment une guerre classique. Il faut plutôt imaginer une sorte de grande pièce de théâtre mondiale. Une mise en scène où chaque grande puissance, les États-Unis, la Russie, la Chine, connaîtrait déjà son rôle par cœur. Et c'est là qu'une première question se pose. Comment un régime qui a passé 40 ans à se blinder, à construire des défenses profondes et complexes, pourrait s'effondrer comme ça en l'espace de quelques heures? C'est cette rapidité qui, selon cette théorie, est le premier indice que les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Alors, entrons dans le vif du sujet de ce scénario. Tout commencerait par ce premier acte, une frappe initiale d'une violence et d'une rapidité digne d'un film. Le chiffre avancé était impressionnant. On parle de 900 raids aériens. 900. Pas sur une semaine, non. En une seule et unique nuit sur Téhéran. Et ces raids auraient un objectif bien précis, décapiter le régime. Le guide suprême, les plus hauts gradés de l'armée, tous éliminés presque sur le champ. Une frappe chirurgicale pour paralyser instantanément toute la chaîne de commandement. Face à un tel choc, la réaction iranienne serait, selon ce scénario, totalement démesurée. Une sorte de contre-attaque furieuse, chaotique, presque suicidaire, qui frapperait dans absolument toutes les directions. Pour cette riposte, l'Iran déploierait une nouvelle arme, surnommée la mer des ogives. Le concept est simple mais redoutable, un missile principal qui, en plein vol, se sépare en 30 projectiles plus petits. Le but, saturer complètement les défenses adverses comme le dôme de fer, qui ne peuvent tout simplement pas intercepter autant de cibles à la fois. Et la riposte ne se concentre pas sur une seule cible. Non, ça part dans tous les sens. Israël est évidemment touché. Les Émirats arabes unis subissent une pluie de 700 missiles et drones. Même les forces américaines sont directement visées, avec des missiles balistiques tirés sur un porte-avions. Et d'autres alliés, comme le Koweït ou le Qatar, sont aussi attaqués. Et là, on touche à un point absolument crucial de cette analyse, la guerre des chiffres. D'un côté, l'Iran revendique des pertes américaines massives. On parle de plus de 500 morts en une journée. De l'autre, la déclaration officielle américaine fait état de 3. Ce fossé gigantesque illustre parfaitement qu'une autre guerre se joue en parallèle, celle de l'information. Forcément, avec un tel chaos dans la région, les choses ne pouvaient pas en rester là. Le conflit s'étend à une vitesse folle et les grandes puissances mondiales se retrouvent aspirées dans la spirale. Et tout s'enchaîne à une vitesse incroyable. Regardez bien la chronologie. Jour 1, l'Iran frappe Chypre. Jour 2, le Royaume-Uni entre en guerre. Le même jour, l'Arabie saoudite autorise la riposte. Jour 3, c'est au tour de la France et de l'Allemagne. En 72 heures à peine, on passerait d'une crise régionale à une confrontation quasi mondiale. Mais au milieu de tout ce fracas, de toutes ces déclarations de guerre, il y a 2 absents de marque. 2 géants qui restent étrangement en retrait. La grande question est, que font la Russie et la Chine? Eh bien, selon cette théorie, leur science est tout sauf de la neutralité. C'est du calcul stratégique pur. Pour la Russie, ce conflit serait une occasion en or de détourner l'attention et les ressources des Américains de l'Ukraine. Pour la Chine, c'est plus ambigu. La guerre menace son approvisionnement en pétrole, c'est un risque, mais elle peut aussi être vue comme une opportunité d'affaiblir l'hégémonie américaine et de contester l'ordre mondial existant. Donc, officiellement, il ne bouge pas. Mais en coulisses, le soutien à l'Iran serait bien réel et multiple. On parle de livraison d'armes secrètes, de partage de renseignements cruciaux, de systèmes de défense aérienne de pointe, bref, tout le nécessaire pour permettre à l'Iran de faire durer le conflit et d'épuiser le camp d'en face. Et c'est là qu'on arrive au cœur de la théorie. Si tout cela n'est qu'une mise en scène, une confrontation savamment orchestrée, quel est le but final? Eh bien la réponse ne serait pas militaire, mais purement économique. Imaginez la réaction des marchés dès les premières heures du conflit. Une panique totale. L'or, la valeur refuge par excellence qui explose pour atteindre des sommets historiques. Et le pétrole, bien sûr, qui s'envole. C'est le signal clair d'un choc économique mondial imminent. Et la clé de tout ça, le point de pression sur l'ensemble de l'économie mondiale, tient en un tout petit passage maritime que tout le monde connaît, le détroit d'Ormuz. Ce détroit, il faut bien le visualiser comme l'artère jugulaire du pétrole mondial. Un chiffre pour bien comprendre son importance, 20% de tout le pétrole consommé dans le monde, chaque jour, passe par là. 1/5 du pétrole mondial. Le contrôler ou le bloquer, c'est tenir une arme économique de destruction massive.
Du coup, les projections sont faciles à imaginer. Si ce détroit venait à être fermé, ne serait-ce qu'une seule journée, le prix du baril pourrait instantanément bondir jusqu'à 150 $. Un choc absolument brutal pour l'économie mondiale. Et l'objectif final de toute cette opération serait donc ça, une sorte de reset, une remise à zéro complète du système financier mondial, jugé trop endetté, trop instable. Le chaos de la guerre servirait de prétexte pour effacer l'ardoise et imposer de nouvelles règles du jeu. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question assez vertigineuse. Finalement, est-ce qu'on assiste à une guerre pour des territoires, pour des ressources? Ou bien est-ce que les bombes, les soldats et les alliances ne sont que le décor d'une guerre bien plus profonde, une guerre pour le contrôle du système économique mondial lui-même?